sur la situation en Iran et en Israël, Middle East. Viendra dans un instant. D'ailleurs, je le vois, il est juste derrière la caméra. Ulysse Gosset, éditorialiste politique international. BFM TV, il est donc en train d'entrer sur ce plateau. Je voudrais commencer avec vous. Manuel Valls, je le disais, attaque sans précédent hier soir de l'Iran. Près de 200 missiles lancés sur l'État d'Israël. Est-ce qu'on est à un point de bascule au Proche-Orient? Je ne sais pas, nous le verrons dans les prochaines... Le président iranien promet une réponse plus forte en cas de représailles. Mais les mecs, je suis presque sûr que les Américains, ils vont dire à Israël, bon, il n'y a pas d'infrastructures militaires qui ont été sévèrement endommagées, donc tranquillo. Tranquillo, on fait rien, faites rien Israël, pas de représailles, sinon ça va partir en cacahuète. Je suis sûr que ça va se passer comme ça, les mecs. Là, la diplomatie, elle va rentrer en jeu. heures dans les prochains jours. Elle va rentrer en jeu, mais cette attaque, qui fait suite déjà à celle du mois d'avril, ouais, démontre la nature profonde, à mon avis, du conflit. Et ce qui s'est passé il y a presque un an, le 7 octobre, avec l'attaque du Hamas. Mais nous voyons bien que là, nous sommes à un autre niveau. Et que le vrai sujet, le vrai problème, le vrai défi pour Israël, pour les Occidentaux, pour une partie du monde arabe, pour nous, incontestablement, c'est la menace que représente l'Iran, avec ses alliés, ses proxys, et notamment le Hezbollah. Donc je crois qu'il est vraiment temps de comprendre que ce qui se passe là-bas nous intéresse, nous concerne aussi très directement. Et donc oui, nous sommes dans un moment très particulier de confrontation de nouveau, à travers le Hezbollah, mais aussi directement entre l'Iran et Israël. On va bien sûr développer dans un instant non seulement la riposte possible d'Israël contre l'Iran, également ce qui se passe à la frontière entre Israël et l'Iran. Mais là, ils veulent nous faire peur, les journalistes. Hein. J'ai l'impression qu'ils croisent tous les doigts pour une riposte. Et j'ai l'impression que c'est pareil pour une partie de mon chat, bande de bandeurs. Genre. Arrêtez vos bêtises, là. Bon, mais juste, je m'arrête sur ce que vous venez de dire sur l'Iran. Est-ce que vous considérez, au fond, qu'il y a eu une forme de sous-estimation de la part des pays occidentaux, de la menace de la part de l'Iran, peut-être une forme de naïveté? Beaucoup disaient l'Iran n'aura aucun intérêt à répliquer, il y a une forme de prudence. À l'instant encore, je crois que c'est le président iranien qui dit que l'Iran ne cherche pas la guerre. Est-ce qu'il y a une forme de naïveté vis-à-vis du régime des mollahs? Ici, il y a des spécialistes qui connaissent parfaitement le dossier et qui peuvent analyser aussi ce qui se passe peut-être en Iran et au sein du régime. Peut-être c'est l'Iran qui a sous-estimé la réplique d'Israël. L'Iran a cru que le Hezbollah, ou le Hezbollah a cru qu'ils allaient pouvoir tenir, bombarder de manière incessante depuis un an Israël. Il y a sans doute une forme de naïveté, une sous-estimation de ce qu'était le Hezbollah, qui est au fond un proto-État, qui a pris le pouvoir sur le Liban, qui est par ailleurs une organisation terroriste, mais aussi qui organise le trafic de drogue international, qui veut, comme l'Iran et le Hamas, la fin d'Israël et des Juifs. Et donc oui, il y a eu peut-être une sous-estimation du danger que cela représentait pour notre civilisation. Israël, d'une certaine manière, est en première ligne face à l'Iran. On verra les conséquences, parce que nous savons tous que derrière, il y a le dossier du nucléaire iranien, il y a les conséquences au Liban, en Syrie, en Irak. On voit bien que les cartes, là, il y a un mouvement de plaque tectonique plutôt en train de bouger. Donc nous sommes dans un de ces moments où chacun doit être très concentré. Il a encore envie, Manuel Valls. Bah, j'ai l'impression que il a encore envie au point d'être encore invité sur BFM TV, CNews, etc. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et où, la France l'a dit encore aujourd'hui, nous devons être très solidaires avec Israël. On parlera dans un instant de la question de la riposte possible, mais juste avant, Ulysse Gosset, hier soir sur ce même plateau, au moment même où l'attaque avait lieu, où ces missiles balistiques étaient lancés sur l'État d'Israël, on se posait la question de savoir si effectivement on était en train de passer un cap. À la fin, le dôme de fer a arrêté une majorité de ces missiles. En même temps, Benjamin Netanyahou dit que cette attaque ne restera pas sans conséquences. Que va-t-il se passer désormais? Est-on, c'était la question que je posais il y a un instant à Manuel Valls, est-on véritablement dans ce point de bascule au prochain... Mais attendez, petite parenthèse, les mecs. Attends, toute petite parenthèse pour revenir sur Antoine Léaumont. Mais attendez, les mecs, ils l'ont invité, il s'est embrouillé avec le mec du RN, et après c'est tout. Ils ont même pas commenté l'actualité politique et géopolitique, ils l'ont vraiment invité pour quelques minutes, genre pour une embrouille. Waouh, c'est une folie quand même. Hein. Ah non, BFM TV, ah ouais, c'est pas possible, gros. Et tout près d'une guerre régionale. Ça a duré 10 secondes. On est incontestablement dans une logique d'escalade. Et donc c'est dangereux. Et tout le monde, effectivement, redoute
une aggravation du conflit. On voit que le conflit qui a commencé à Gaza s'est déplacé au nord et que maintenant il risque d'emporter, je dirais, l'Iran dans cette confrontation. C'est problématique. Et d'ailleurs, ce soir, le G7, c'est-à-dire le groupe des 7 pays occidentaux les plus riches du monde, appelle à non seulement condamner l'Iran, ça c'est important de le dire, mais aussi à essayer de trouver une solution diplomatique et à appliquer les fameuses résolutions des Nations Unies sur Gaza et sur le sud Liban. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'empêcher le pire. Mais quand vous disiez hier le dôme de fer a arrêté la plupart des missiles, en fait ce sont les Américains qui ont... Joe Biden se dit opposé à des frappes israéliennes sur les installations nucléaires iraniennes. D'empêcher tous ces missiles de toucher Israël. C'est-à-dire qu'il y a une implication directe et de plus en plus forte des États-Unis. Et hier soir, Joe Biden, le président américain, alors que Netanyahou avait dit le prix à payer pour l'Iran sera très lourd, Biden a dit nous allons aider à coordonner la riposte israélienne. Pas pour l'augmenter, pour la coordonner, peut-être même plutôt pour la brider, parce qu'il y a une véritable inquiétude, effectivement, qu'à un moment donné, ça dérape. Imaginez un missile balistique iranien qui tombe sur un immeuble et qui fait des dizaines de morts en Israël. Imaginez les conséquences que ça aurait. J'ai une question, moi, pour Manuel Valls. Que doit faire la France, par exemple, si Israël attaquait l'Iran? Est-ce que la France devait être à ses côtés? Oui, je le crois. Je le crois parce que Israël Il n'y a même pas de neutralité, il n'y a rien. On va tous supporter Israël. Nique sa mère et... Oh, c'est pas possible d'entendre des mots comme ça. Hein. C'est pas possible. Hein. Se défend là face à la deuxième attaque. C'est plus lourde cette fois-ci, celle que nous avons connue la nuit dernière. Et cela veut dire que face à cette attaque, Israël est en droit de se défendre. Moi, je comprends tout à fait... Mais la France, avec des moyens militaires aux côtés d'Israël? Elle l'a fait à sa manière. Elle l'a fait notamment au mois d'avril. Je ne sais pas si elle est intervenue ces dernières heures. Elle l'a fait, je vous coupe, Manuel Valls, parfois en n'assumant pas tout à fait d'intercepter des missiles. On se souvient d'une forme de malaise du ministre de l'époque, Stéphane Séjourné, qui, sur un plateau de 20 heures, expliquait qu'au fond, c'était davantage pour protéger les bases militaires françaises que pour défendre Israël qu'il y avait des interceptions. Elle l'a fait avec la Jordanie. Et en tout cas, c'est d'une manière ou d'une autre à assumer. Je ne pense pas qu'il s'agisse... C'est ça la communication de Stéphane Séjourné, là, l'ex de Gabriel Attal. Attends, il y a des missiles qui ont été balancés sur Israël. La France a intercepté depuis leur base, depuis la Jordanie, en mode « Oh, vous savez, hein, on intercepte les missiles parce qu'on avait peur pour nos bases françaises. » Ah, c'est pas possible, les mecs. Qu'est devenue la diplomatie française? C'est pas possible, gros. C'est pas possible, pas normal. C'est pas normal. Penser à un engagement militaire aux côtés d'Israël. Mais je pense qu'il faut que notre diplomatie, le président de la République, doivent être dans ces moments-là aux côtés d'Israël, même si évidemment il faut trouver des solutions politiques et diplomatiques. Il faut toujours des solutions politiques et diplomatiques, mais notamment pour le Liban. Je pense que dans ce qui a déclenché, l'élément déclencheur, vous avez raison, c'est le 7 octobre, mais ces dernières semaines, ce sont les événements du Liban qui ont précipité cette escalade ou cette confrontation. Et là, il faut que la résolution 1701 s'applique réellement au Liban et que le Hezbollah recule. Je crois que c'est la seule solution pour qu'il y ait éventuellement une désescalade. Enfin, là, nous sommes à un niveau où Israël se sent évidemment attaqué et avec, au-delà de telle ou telle déclaration du guide suprême ou du président iranien, le message répété depuis 1979, c'est que le régime des Mollahs veut la destruction de l'État d'Israël. Et on ira dans un instant à la frontière entre le Liban et Israël où les combats font rage, général de Bavankov, sur la riposte possible de l'État d'Israël. À l'instant, d'ailleurs, ils n'ont pas fait de communiqué. Attends, ils ont pas souligné les morts israéliens là, genre le fait d'avoir eu des soldats morts au combat quand ils ont franchi la frontière libanaise. Le président américain Joe Biden se dit opposé à des frappes contre les installations nucléaires iraniennes. 14 morts, je crois, les mecs. Israël. Viser des cibles militaires, viser, malgré ce que dit le président américain, les installations nucléaires, s'en prendre, pourquoi pas, à l'ayatollah Khamenei après s'en être pris au patron du Hezbollah, à un certain nombre de généraux. Que peut faire Israël en réplique à ces envois de missiles que l'on a pu voir hier? Israël peut faire évidemment beaucoup de choses. Vous savez, j'ai été chef d'état-major de la FNUL au sud Liban pendant 1 an, et donc je connais particulièrement bien cette zone et les dispositifs défensifs qui avaient été placés par le Hezbollah. Je crois qu'il faut toujours regarder comment,
aujourd'hui, non pas nous, mais Israël voit la menace. Or, Israël voit la menace des 3 H, de façon graduée. Il y a la menace du Hamas, dont on sait qu'il n'a plus de capacité réelle de nuisance importante, mais il en conserve encore. Et qui d'ailleurs a revendiqué il y a un instant l'attentat dans les rues de Tel Aviv hier soir qui a fait 7 morts. Mais il en conserve. Il y a la menace du Hezbollah, dont je reparlerai très rapidement, et puis il y a la menace des Houthis, qui est beaucoup plus lointaine. Et milices au Yémen. Les milices au Yémen, qui sont inféodées, qui sont d'une certaine façon inféodées à l'Iran. Et ensuite, il y a l'Iran qui est derrière tout cela, bien évidemment. La menace que va traiter Israël avec une fermeté absolue, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah a été éradiqué, décapité dans sa structure de commandement, dans sa tête. Il est partiellement démantelé. Des coups très durs ont été portés aux équipements qui lui avaient été fournis par l'Iran. Maintenant, la zone dans laquelle s'engage au sol Israël, c'était cette zone entre la ligne bleue, la frontière entre Israël et le Liban, et le Litanie, est une zone très difficile de pénétration, très difficile pour qui que ce soit. Et on le voit d'ailleurs, parce qu'a priori, il y a des premières pertes aujourd'hui côté israélien. Mais c'est une zone très compliquée, très difficile, très rocailleuse. Je crois que j'en ai parcouru 4 cm², dont je la tenais un tout petit peu. Et j'admire énormément un engagement au sol de Tsahal en la matière. Ensuite, sur l'Iran. Sur l'Iran, il faut bien comprendre que la déclaration du président Biden est une déclaration très importante, qui est à la fois une déclaration politique, mais technique. La plus grande base américaine, et d'ailleurs internationale dans la région, elle est au Qatar. C'est plus de 10 000 hommes. 10 000 hommes. Avec un CAOC, c'est-à-dire un Combined Air Center Operations, capacité à commander des opérations combinées depuis 20 ans. C'est la guerre contre l'Irak, c'est la guerre en Afghanistan, c'est la guerre contre le djihad islamique. Sans l'activité du CAOC, il n'y a pas d'action aérienne possible de la part d'Israël. Ça, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que les Américains, probablement également les Français et les Britanniques qui sont également à l'Odaïd, seront concernés s'il y avait une décision d'une opération de grande ampleur. Je crois que le panel, il a été dit tout à l'heure par le Premier ministre, le panel... Ça veut dire que la parole de la France est encore opérationnelle, elle est encore écoutée. Ok, on prend note, d'accord. Très large des opérations que peut mener Israël. Ce qui est sûr, c'est qu'Israël va riposter, et va riposter d'une façon qui sera très importante. Manuel Valls, vous évoquiez la nécessité de la clarté de la diplomatie française. Je voulais vous entendre sur un point, puisqu'on parlait du conflit entre Israël et le Hezbollah, sur la position de la diplomatie française à la suite de l'assassinat, de l'élimination d'Hassan Nasrallah. On a entendu les États-Unis, le président américain Joe Biden, parler d'une mesure de justice. Pas de commentaire de la diplomatie française qui n'a fait que condamner les frappes et demander l'arrêt des frappes israéliennes sur le Liban. Rappelons que Hassan Nasrallah était à la tête du Hezbollah, que le Hezbollah a fait couler le sang français, l'attentat du Drakkar, 58 parachutistes tués. Comment comprendre, sur ce point-là, ce silence, cette pusillanimité de la diplomatie française? Je crois qu'il y a une incompréhension, y compris au plus haut sommet de l'État, sur les conséquences du 7 octobre. Pour Israël et pour les Israéliens, qui à partir de ce moment-là se sont sentis véritablement vulnérables, sur la terre, qui était censée protéger les survivants. On est qu'au début d'un embrasement créé par des bouchers et soutenu à demi-mot par des pleutres. Moi, après les gars, moi vous savez, hein, je suis un mec un peu naïf, vous m'appelez naïf man, je suis l'homme naïf et tout, mais je me dis ça va peut-être se calmer à un moment donné. Je ne sais pas comment ça va se passer avec le Liban, parce que je pense qu'Israël ne va pas encore abandonner son opération contre le Hezbollah, donc continue à frapper au Liban. Mais moi, je parle par rapport à cette guerre que se livrent l'Iran et Israël. Genre, est-ce que on est au début d'une histoire de guerre avec l'Iran qui continue à envoyer des missiles balistiques, ou est-ce que cette partie de l'histoire va s'arrêter et on aura juste Israël qui va continuer à foutre le bordel au Liban en voulant décapiter le Hezbollah? C'est ça la question qu'il faut se poser, les mecs. C'est ça la question. Il y aura l'arrivée de Donald Trump, donc évidemment que la question, elle est assez... c'est difficile à y répondre en tout cas, mais je sais pas. On attend aussi la riposte d'Israël, mais comme je l'ai dit en début de stream, peut-être que les Américains font de la diplomatie pour justement empêcher Israël d'aller, par exemple, taper les installations nucléaires de l'Iran. Littéralement, Joe Biden, il a dit « Ne faites pas ça ». Regardez, c'est écrit ici.
Joe Biden se dit opposé à des frappes israéliennes sur les installations nucléaires iraniennes. Mais si on a Donald Trump président des États-Unis, peut-être que lui, il aura un discours différent que Joe Biden. On ne sait pas. De la Shoah et dans le monde juif en général. Et aussi, au fond, sur les exactement, objectifs de l'Iran et de ses proxys, de ses alliés. Et puis nous sommes toujours avec des grilles d'analyse que je peux parfaitement comprendre. Il faut une solution à 2 États pour régler la question du conflit israélo-palestinien. Une vision du Liban qui me semble aujourd'hui malheureusement un peu dépassée. Bien sûr, il y a une histoire, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de Libanais attachés à la culture française, mais ce pays est véritablement aujourd'hui, depuis déjà 30 ans, sous contrôle du Hezbollah. Et nous sommes toujours un peu en retard, j'allais dire, d'une guerre, même s'il faut en parler sérieusement. Ici, nous avons l'un de nos grands généraux, donc il sait quelles sont les conséquences de la guerre, mais nous sommes toujours un peu en retard. Mais est-ce que c'est du retard, Manuel Valls, ou est-ce que c'est une erreur d'analyse, c'est-à-dire, au fond, que la diplomatie française considérait qu'il ne faut pas se mettre à dos un certain nombre de populations, notamment au Liban, et que donc il ne faut pas, si ce n'est se féliciter, du moins reconnaître que l'élimination d'Hassan Nasrallah est une chose positive pour la paix dans la région. Pourquoi cette phrase simple n'a été prononcée ni par le président de la République, ni par le Premier ministre, même si hier, dans sa déclaration de politique générale, on y reviendra dans un instant, il a évoqué les morts de l'attentat du Drakkar, ni par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Pourquoi ? Mais il y avait ce même retard, par exemple, dans l'analyse à propos des accords d'Abraham, c'est-à-dire entre Israël et des grands pays sunnites dans la région, les Émirats, Bahreïn, ou plus loin le Maroc, et je l'espère demain avec l'Arabie Saoudite. Il y a ce retard. Moi, j'aurais souhaité, évidemment, une déclaration plus nette. Nous n'avons rien à voir avec le Hezbollah. Il faut évidemment une communication. Oui, c'est ça un peu l'hypocrisie des journalistes. Tu vois, il y a un mec sur le chat qui l'a souligné, mais par exemple, la solution à 2 États, du coup, qu'est-ce qu'on en fait là ? Parce que je sais qu'Israël, ils sont toujours contre l'idée de reconnaître l'État de Palestine, mais il y a des pays du monde entier qui l'ont reconnu. L'Espagne, en dernier, a reconnu l'État de Palestine. La France, bon, je ne sais pas pourquoi on attend. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est jeune et qui attend ? C'est pas Jonathan, c'est la France. Là, j'ai l'impression que ça va être encore plus mort, là, le dossier sur la solution à 2 États. Bordel de merde. Chiite très importante qui représente 1/3 de la population libanaise, mais il ne faut pas, y compris vis-à-vis du Liban, donner le sentiment que nous confondons le Liban avec le Hezbollah, ou que pire, nous renvoyons dos à dos Israël et le Hezbollah. Il y a sans doute toujours chez les Français, c'est normal, la volonté de trouver une solution, de parler à tout le monde, de participer à une solution diplomatique. Mais là, même si la diplomatie et la politique devront se réinviter, nous sommes dans un de ces moments, la guerre est revenue avec sa part tragique, c'est vrai en Europe, c'est vrai au Proche-Orient, donc il faut y être prêt en termes de pensée, de décision, y compris demain, pour imposer que la diplomatie et la politique reviennent. On va aller, Manuel Valls, sur le terrain, retrouver Clémence Dibou, notre envoyée spéciale pour BFM TV, dans le nord d'Israël, près de la frontière avec le Liban. Clémence, il faut raconter les choses, et Jérémy Normand, dans un instant, qui lui est dans la région de Tyr, au sud Liban. Clémence, d'abord. Eh bah putain, c'est compliqué, hein. Donc là, tu es mon nouveau journal télévisé. Avant, j'allumais ma télé pour le JT, maintenant j'allume Twitch et je vais sur ta chaîne. Bah merci, continuez à faire ça, les gars. Merci, évidemment, faut continuer, les gars, évidemment. Informez-vous à travers mon stream. Racontez-nous ce que vous venez de vivre, les bombardements continuent. Vous venez d'ailleurs de vous abriter, préciser, pour éviter ces bombardements. Moi, c'est pareil. Parfait, les gars, parfait. Oui, on s'est mis dans ce qu'on appelle ici un mamad, c'est-à-dire un abri. Bon, on n'est pas complètement encore dans l'abri parce que ça a sonné tout autour de nous. Quand je dis ça a sonné, ce sont les alarmes que nous avons pour dire attention, il y a des bombardements ou des projectiles, des missiles, des roquettes qui se dirigent vers vous. On a entendu très distinctement plusieurs détonations autour de nous. Est-ce que c'était le dôme de fer? Est-ce que c'était des bombardements? Très probablement les deux. C'est toute la zone qui est touchée. Alors ça n'a rien d'inhabituel ici dans le nord d'Israël. C'est le quotidien depuis 1 an des habitants qui sont régulièrement sous le feu des roquettes du Hezbollah. Ça s'est intensifié depuis l'opération terrestre, depuis le début de l'incursion terrestre de Tsahal. Un mamad, ce qu'on appelle un mamad, en fait, c'est des murs en béton pour être sûr qu'il n'y ait pas d'éclat de shrapnel parce qu'il y a le dôme de fer. Mais le risque, c'est surtout quand ça retombe les missiles. Et
Pour tout vous dire, si vraiment ça tape beaucoup plus fort cette nuit, en fait, il faut descendre au sous-sol et on aperçoit des matelas. Et en fait, en général, il vaut mieux passer la nuit ici. C'est quand même la preuve que, eh bien, les combats s'intensifient dans les airs et surtout au sol. Cet après-midi, on n'est pas loin de la frontière libanaise. Cet après-midi, nous avons pu nous approcher au plus près de cette frontière israélo-libanaise et on a pu voir effectivement, on a pu constater beaucoup de bruit de détonation, des fumées blanches de part et d'autre. Et on a pu voir à quel point les premiers villages libanais étaient très proches. Je suis d'accord, hein, la différence de traitement médiatique entre Israël attaqué et les autres pays autour pose sérieusement des questions quand même. Ah les gars, c'est la France, hein. La France va toujours défendre, enfin en tout cas les journalistes, le récit que nous imposent les journalistes, c'est Israël, c'est le dernier pays occidental dans le Moyen-Orient. Il faut absolument embellir le récit, embellir les Israéliens, le pays, pas forcément le gouvernement, mais dire que c'est un pays occidental, donc faut les défendre. Il faut absolument le défendre. Qu'est-ce que je vous dis, hein? Des positions israéliennes. C'est pas comme ça quand j'étais jeune, hein, ouais. Des militaires qui étaient sur le front, côté israélien cette fois-ci. Ils nous ont expliqué qu'il ne fallait pas rester très longtemps parce qu'en fait, le village qui était juste en face était tenu par le Hezbollah, c'est ce que pense savoir Tsahal, et que eh bien, les combattants du Hezbollah pouvaient nous observer à la jumelle et que donc il fallait repartir très vite. Les combattants du Hezbollah qui ont expliqué avoir neutralisé 3 chars israéliens ce soir parce qu'il y a des combats d'infanterie, des troupes au sol, mais aussi des chars. Je vous rappelle que l'objectif qui est revendiqué par Tsahal, c'est la neutralisation de tous ces tunnels du Hamas à la frontière franco-libanaise. Ce sont donc des combats qui nécessitent d'envoyer des hommes, de l'infanterie. On rappelle aussi que BFM est le propriétaire de Drahi, qui est franco-israélien. Alors je crois que toi tu n'es pas à jour, hein. Je crois que t'es peut-être pas au courant que Drahi n'a plus BFM TV. Je crois qu'il te manque des données, mon garçon. Je crois que t'es pas à jour, mec. Au plus près, ce sont dans des villages, faire une mise à jour, là, hein. Des maisons. Il reste encore parfois des civils, des combats qui semblent s'intensifier. L'armée israélienne annonce ce soir la mort de 8 soldats israéliens. 8 soldats israéliens. Clémence Dibou avec Baptiste Keïta à la frontière entre Israël et le Liban. Et on va aller un peu plus au nord, retrouver Jérémy Normand à Tyr. Jérémy, vous êtes à 20 km de la frontière. Et ce que vous avez vu, c'est une ville qui, elle, est désormais happée par la guerre, c'est ça? Absolument, une ville fantôme. Pour rejoindre Tyr depuis la capitale, il faut emprunter la seule autoroute qui permet d'y arriver. Sur cette route, absolument personne. De part et d'autre de la chaussée, nous avons aperçu des voitures accidentées, d'autres voitures laissées à l'abandon, semble-t-il, par leurs propriétaires. Et lorsqu'on s'approche de la ville, eh bien, on a vraiment le sentiment tout de suite d'entrer dans l'un des territoires du Hezbollah. Pourquoi? Parce que de part et d'autre de cette route, eh bien, il y a des drapeaux jaunes et verts, les couleurs du Hezbollah, l'organisation chiite soutenue et armée par l'Iran. Alors ici, à Tyr, on a découvert une ville fantomatique, vidée de ses habitants. Nous nous y étions rendus il y a une semaine avec et nous avons pu constater aujourd'hui la différence. Plus personne dans les rues, les grilles vraiment baissées dans toutes les rues, et de nombreux immeubles qui étaient intacts lors de notre dernier reportage ici, et bien qui ont été depuis ciblés visiblement par des frappes aérienne. Alors, on a rencontré le gouverneur de la ville. Cette ville qui compte d'ordinaire 50 000 habitants a été vidée de sa population. 80% des habitants ont fui vers le nord du pays, selon le gouverneur de la ville. 80% des habitants qui ont fui. Cette ville, c'est d'ordinaire une station balnéaire très fréquentée, très courue des Libanais. Et lorsqu'on a pu se rendre même aux abords de la mer, d'où on aperçoit, eh bien la côte israélienne, eh bien nous avons vu vraiment personne sur ces plages à perte de vue. Ce que nous avons pu observer en revanche, eh bien c'est des roquettes, semble-t-il des roquettes au départ des environs en direction d'Israël, puisque on le rappelle, nous sommes ici à une vingtaine de kilomètres de la frontière où l'armée israélienne a annoncé avoir déployé de nouvelles unités aujourd'hui. Jérémy Normand avec... Rodolphe Saadé, nouveau propriétaire de BFM TV, est un franco-libanais d'Ofla. Mais les gars, vous me partagez des informations que je cite déjà. Genre,